Il existe des paysages d'une beauté singulière, à la fois uniques, riches en biodiversité et surtout exemplaires. Car ils présentent tous la même particularité. Ces biotopes sont préservés parce que l'homme les exploite et les façonne. Un nouveau pacte avec la nature ouvre la voie. Les Alpes suisses, un site naturel grandiose. La montagne à l'état pur. Dans ce milieu peu hospitalier, vivent d'innombrables plantes et animaux. L'été, les alpages se transforment en un tapis de fleurs multicolores. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en dépit des apparences, les alpages ont en réalité été créés par l'homme. Sans le pâturage de montagne, la forêt envahirait tout. Ce sont les éleveurs et leurs bêtes qui ont dessiné au cours des siècles passés cette mosaïque de prairies, de forêts et de rocailles. Mais la tradition ancestrale du pastoralisme risque de disparaître, et les alpages avec elle. Car le pays compte toujours moins de bergers et d'éleveurs. Conscients du danger, les Suisses ne ménagent pas leurs efforts pour tenter de préserver ce paysage sans pareil. Parviendront-ils à sauver les alpages, ce trésor de biodiversité ? Le canton des Grisons, à l'est du pays, est le plus grand des cantons suisses. Une région nichée au cœur des Alpes, longtemps restée pauvre. Les habitants ont appris à mener leurs bêtes sur les hauteurs pour qu'elles y trouvent assez d'herbe à brouter. Cette tradition a changé le visage des Alpes. Aujourd'hui, les Grisons sont devenus une destination touristique très courue. Un décor de carte postale où les randonneurs en quête d'espace arpentent les vastes prairies d'altitude, au milieu des bêtes en liberté. On en oublierait presque le rude travail en toile de fond. Les bergers et leurs bêtes doivent passer l'été à plus de 2000 mètres d'altitude, loin de tout. Un métier que beaucoup de Suisses ne veulent plus faire. La plupart des bergers ou bergères viennent donc de l'étranger, comme Lynn Jabali. Originaire de Jordanie et de Suède, Lynn travaille depuis plus de 10 ans en Suisse. Cet été, sur l'alpage Kulmtastels, non loin de Coire, elle veillera sur près de 900 moutons avec 8 chiens. Sa journée de travail commence peu avant l'aube. Elle doit vérifier que toutes ses bêtes se portent bien. En dépit de leur grand nombre, elle connaît chaque mouton et identifie immédiatement le moindre problème. Si autrefois faire ce métier n'avait rien d'exceptionnel en Suisse, aujourd'hui, la solitude sur ces hauteurs en repousse plus d'un. Mais pas Lynn. J'aime être seule avec mes bêtes. J'aime la nature et je trouve ça passionnant de regarder les mouvements des moutons et des chiens. Là-haut, je suis ma propre patronne. Je décide de quoi faire de ma journée, même si bien sûr il y a des contraintes. La routine de ce travail me laisse une certaine liberté.
Cette routine, les moutons aussi la connaissent bien. Au programme du jour, manger. Chaque été depuis des siècles, les éleveurs mènent leur bétail au pâturage de montagne. Une migration appelée l'estivage. Là-haut, pas de vétérinaire à proximité. Lynn ne peut compter que sur elle-même. Pour soigner un mouton, elle doit connaître les bons gestes. D'abord, retourner la bête sur le dos pour qu'elle reste calme. Cette fois, la blessure est minime. Une pommade suffira. Le plus dur, c'est d'endormir un animal, de l'abattre, parce qu'il est trop malade et ne survivra pas. Cela fait partie de ce travail, il faut l'accepter, mais c'est difficile. L'alpage où travaille Lynn cet été est vaste et peut accueillir jusqu'à 1200 moutons. Cette année, pourtant, ils ne sont que 900. Comme dans beaucoup d'autres endroits, les chiffres sont en recul. Autrefois, tous les moutons d'un alpage appartenaient aux éleveurs des villages de la vallée en contrebas. Désormais, on y reçoit aussi en pension complète des bêtes venues d'ailleurs. Car toujours plus d'exploitations mettent la clé sous la porte. Une situation qui n'est pas seulement due aux difficultés économiques. La vie en Suisse a changé. Dans bien des villages, le tourisme a pris l'ascendant sur l'agriculture. De plus, les jeunes partent travailler dans les villes et beaucoup d'éleveurs ne trouvent plus personne pour prendre la relève. Arnaud Casti élève des moutons depuis plus de 50 ans. Il a repris la ferme de ses parents et grands-parents. À plus de 80 ans, il continue à se rendre chaque jour à sa bergerie. Jamais il ne pourrait vivre sans ses bêtes. L'été est plutôt calme dans la vallée, car la quasi-totalité de son troupeau est sur l'alpage, avec Lynn. Seuls quelques agneaux sont restés au village. Les enfants d'Arnaud ont choisi un autre métier. Il sera sûrement le dernier éleveur de moutons de la lignée. Les jeunes ne veulent pas de contraintes. Ils tiennent à pouvoir aller au sport, tout ça. Mais faire les foins et le reste, c'est un travail nécessaire. Même si ça ne rapporte plus grand-chose, il faut bien le dire. Ce que j'aimerais surtout, c'est pouvoir transmettre ma petite exploitation. Sinon, il faudra que je la ferme. Tout a une fin, n'est-ce pas? Les élevages de petite taille sont ceux qui souffrent le plus. Mais moins il y aura de bergers et de bétail sur les alpages, moins ils seront exploités et entretenus. Le pastoralisme a lentement façonné ce milieu naturel et a permis l'éclosion d'une étonnante richesse végétale et animale. Une biodiversité qui risque de disparaître si la tradition d'estive se perd. Reto Elmer suit cette évolution depuis des années. Il est expert en production végétale au Plantahof, un centre de formation et de conseil en agriculture. L'été, il se rend régulièrement en montagne pour s'assurer de la bonne santé des prairies d'altitude. Là, on voit bien les différentes étapes de la sous-exploitation d'un alpage. D'abord, faute d'être brouté, cette herbe appelée narred prolifère. Ensuite poussent des bruyères et des genévriers qui s'étalent.
On finit par avoir un massif compact de genévriers et plus de prairies alpines. Reto Elmer constate l'avancée des buissons et de la forêt sur les prairies fleuries. Jusqu'à 1000 hectares sont perdus chaque année dans cette zone du pays. Là où l'embroussaillement commence, un cercle vicieux s'enclenche. Les vaches et les autres ruminants évitent ces endroits et peu à peu, les prés d'altitude sont totalement envahis. Mais les Suisses ne comptent pas en rester là. Depuis peu, ils font appel à une force d'intervention spéciale, des chèvres de Bund, une vieille espèce domestique suisse. Tous les 3 jours, elles s'attellent à la tâche dans un nouveau secteur. Elles raffolent de ce que les autres ruminants dédaignent, notamment les aulnes verts, une espèce pionnière de la recolonisation par la forêt. Aucune plante ne se remet de leur passage. Les chèvres s'attaquent même aux branches grosses comme le bras. Elles ont l'efficacité de tronçonneuses et consomment des buissons et des jeunes pousses pour tout carburant. Avec les faux et les tronçonneuses, le problème c'est qu'ensuite, ça repousse. Surtout les aulnes. Quand on les coupe, ils reviennent 2 fois plus vigoureux, car leurs racines se sont renforcées. On a déjà essayé. Finalement, les chèvres sont plus efficaces. Elles font lentement dépérir les arbustes. Une bonne nouvelle pour les chèvres voraces. Elles auront encore beaucoup à faire les prochaines années. Même si finalement, elles ne peuvent que freiner l'embroussaillement. L'idéal serait de ne pas en arriver là. Mais cela implique de faire paître du bétail sur les alpages, avec tous les efforts que cela comporte. Pour éviter que les moutons tombent d'une falaise ou s'éparpillent sur l'immense alpage, Lynn doit régulièrement poser et déplacer des clôtures. À flanc de montagne, c'est un travail épuisant. Quand le troupeau a brouté toute l'herbe d'un secteur, la bergère l'emmène plus loin et plus haut, au fur et à mesure que l'été avance. J'aime le fait qu'en Suisse, on défende les droits des animaux. Voilà pourquoi je suis venue ici. Et les Suisses préservent aussi la nature. Ils ne pensent pas qu'aux animaux, mais à tout le cycle naturel. Et c'est important. Après s'être occupée des animaux, la bergère s'accorde une petite pause. Le chalet est à la fois sa maison et son bureau. Lynn consigne à la main et en détail diverses informations dans son journal d'estive. La météo, les animaux malades ou les médicaments qu'elle a dû leur administrer. La vie de bergère rappelle à Lynn sa jeunesse en Jordanie, où plusieurs de ses proches faisaient le même métier. Beaucoup estiment que je suis coincée là-haut tout l'été. Mais pour moi, c'est tout le contraire.
C'est dans la vallée en hiver que je suis coincée. Ici, en été, je suis libre. Mais Lynn est un cas à part. Les bergers volontaires et capables de faire ce rude travail se font toujours plus rares. Eux aussi sont des travailleurs saisonniers, venus d'Autriche. Ils passent l'été en Suisse depuis de nombreuses années. Les gardiens de troupeaux sont indispensables et méritent leur salaire. Mais l'élevage en montagne rapporte peu. C'est donc l'État suisse qui met la main à la poche. Il investit de grosses sommes pour la préservation de la biodiversité et des traditions pastorales. Début juillet, le botaniste Reto Elmer se rend quotidiennement dans les montagnes. Sa mission, recenser certaines plantes. Parmi elles, les réponses, les antilys, le thym serpolet ou les campanules. La présence de ces plantes atteste de la bonne santé de cet écosystème unique, la prairie des alpages. Toutes ces fleurs, ces couleurs, ces senteurs, c'est vraiment magnifique. Une importante diversité florale est une bonne nouvelle pour les éleveurs. Sur l'alpage, Reto délimite un cercle de 6 mètres de diamètre. Au moins 6 des 25 espèces de plantes alpines classées bio-indicatrices doivent être recensées par hectare pour bénéficier d'une prime de l'État d'environ 130 €. Ici, tous les indicateurs sont au vert. Cette prairie est de très bonne qualité. J'ai trouvé au moins 12 plantes bio-indicatrices sur la zone de test. C'est un très bel endroit, en parfaite santé. Incroyable mais vrai. C'est en broutant les plantes et les fleurs que le bétail vient à la rescousse de la biodiversité. Car le pâturage empêche la prolifération de certaines plantes indésirables et stimule la croissance de celles que l'on recherche. Au fil des siècles, les herbes et les herbivores se sont adaptés les uns aux autres. Le pâturage est essentiel pour maintenir une belle biodiversité. Sans le bétail, des buissons nains pousseraient un peu partout et supplanteraient les autres végétaux. Et sans les aides de l'État suisse, le pâturage en montagne ne serait souvent plus rentable. En plus de la prime à la biodiversité, l'État verse une contribution d'estivage pour chaque alpage. De quoi payer les bergers notamment. Reto rappelle aux gardiens de troupeaux les bonnes pratiques à suivre. Chaque année, la Suisse dépense 150 millions € pour soutenir le pâturage d'altitude et la biodiversité. L'action commence à porter ses fruits, à la fois sur les alpages et pour les éleveurs. Depuis quelques années, les bergers font face à une autre menace, le loup. Disparu dans la région pendant près de 400 ans, il est aujourd'hui de retour. Yann Bonheur est expert en protection des troupeaux pour le canton des Grisons.
Aujourd'hui, il rend visite à Lynn, car son alpage se trouve en plein dans le territoire d'une meute de loups. La réapparition des prédateurs ne fait pas que des heureux, bien au contraire. Les éleveurs et les bergers en particulier craignent pour leurs troupeaux. Chaque année, la population de loups augmente, et avec elle, la fréquence des attaques sur le bétail. C'est un gros problème pour les bergers que Jan est chargé d'aider. Sur cet alpage, 6 chiens gardiens de troupeaux vivent parmi les moutons et les protègent. À eux s'ajoutent les 2 chiens de berger de Lynn, ses fidèles assistants. Les chiens de défense du troupeau s'intéressent peu à l'homme. Leur famille, ce sont les moutons. Jan est responsable du dressage de ces chiens. Il fait en sorte qu'ils viennent d'une bonne lignée. C'est le cas de ceux de Lynn. Les chiens gardiens de troupeaux ont une lourde responsabilité. Ils doivent apprendre à distinguer les amis des ennemis, ce qui n'est pas toujours facile. Car les alpages ont beau être loin de tout, il n'y a pas que des loups qui s'approchent du troupeau. Parfois, il s'agit de simples randonneurs avec leurs chiens. La jeune chienne Berivan est encore en cours de formation. L'expert et la bergère la préparent à l'examen obligatoire pour chaque chien gardien de troupeau. Pendant les 10 prochains jours, un collier émetteur va monitorer le comportement de l'animal. Éduquer ces chiens a un coût, mais leur présence et leur travail sont essentiels. Berivan est une chienne de la race des bergers d'Anatolie. Elle est là pour chasser et attaquer les loups, ou au moins aboyer pour les effrayer. Mais elle doit laisser les touristes tranquilles, donc ne pas avoir de problème avec l'homme. Pour l'examen, on observe aussi son lien avec le troupeau. Le chien doit se sentir responsable des moutons, c'est la base de leur dressage. La méthode fonctionne. Si des chiens de garde protègent le troupeau, les loups cherchent d'autres proies. Par exemple, des chevreuils. Mais la protection n'est pas garantie à 100%. Sur le territoire des loups, n'importe quel troupeau subira un jour ou l'autre une attaque. J'ai déjà perdu 10 moutons à cause des loups. Ils sont de retour, c'est un fait. Il ne me reste qu'à faire de mon mieux pour protéger mes moutons. Parmi les mesures de protection nécessaires, rassembler le troupeau tous les soirs. Les chiens de garde dorment sur place avec leurs camarades moutons. Le loup n'est donc pas le principal danger par ici, mais il rend le travail pastoral plus compliqué. Dans le canton des Grisons, la plupart des élevages ovins sont tournés vers la production de viande ou de laine. Mais les prix sont bas et de nombreux éleveurs cherchent à compléter leurs revenus.
David Sippert élève lui aussi des moutons, mais de race laitière. Depuis 400 ans, sa famille exploite ces alpages près de Langwies. Il a cherché des idées originales pour commercialiser ses produits. Chaque été, toute la famille vit en montagne. Ce qui me fascine, c'est la beauté de la nature. Voir les montagnes, les animaux et la flore tous les jours, ça me ressource. Et c'est beau de pouvoir travailler en famille, avec ma femme et mes enfants. Ce n'est pas courant et dans beaucoup d'autres métiers, ce serait impossible. La traite des brebis est quotidienne. Une étrangeté dans la région, car le fromage de brebis est plutôt rare en Suisse. L'éleveur espère qu'en diversifiant son activité, il pourra faire face à une éventuelle baisse des subventions de l'État. Aux suivantes. Les brebis sont traites pendant environ 5 mois avant d'être amenées à un bélier pour une nouvelle saillie. Pendant cette période, elles donnent environ 1 litre de lait par jour. Le lait est travaillé sans tarder. Au moins 2 fois par semaine, David redescend dans la vallée. Il possède sa propre fromagerie, où il produit du fromage de brebis bio. La fabrication, minutieuse et entièrement artisanale, est l'affaire d'une demi-journée. Le fromage moulé est placé dans la cave d'affinage pendant 4 à 5 jours, avant d'être emballé. La famille Sippert fournit des épiceries et des auberges de la région. La vente de leur fromage marche bien, mais ne suffirait pas à elle seule à les faire vivre correctement. L'aide financière de l'État constitue une part conséquente de notre revenu. L'exploitation de nos terres demande beaucoup de travail, en particulier la récolte du fourrage sur les pentes très abruptes. Ce serait impossible à financer rien qu'avec la vente de nos produits. Pour ses prés aussi, l'éleveur fait dans l'originalité. Il y fait paître des poneys, des chevaux et des ânes, en alternance avec ses moutons. Là aussi, il y a une subvention de l'État. Le pâturage mixte est en effet bénéfique pour la biodiversité et la qualité des prairies, car les animaux ont des goûts différents. L'herbe sèche forme des touffes que les moutons n'aiment pas brouter. Seuls les ânes et les chevaux les mangent sans rechigner. La présence de ces animaux sur l'alpage aide donc à maintenir un juste équilibre entre les graminées, les herbacées et les fleurs. Une preuve que la préservation des alpages dépend de traditions ancestrales, mais aussi de méthodes plus innovantes. Néanmoins, les habitudes pastorales ont peu changé depuis des siècles. Ici, c'est la nature qui donne le rythme. Fin septembre, l'été touche à sa fin. Le froid fait son retour dans les montagnes et les premières neiges ne sauraient tarder. Lynn se prépare à quitter l'alpage.
Elle aura passé 4 mois avec ses bêtes, coupée du reste du monde. Il est temps de ramener les 900 moutons dans la vallée. La transhumance d'automne est le grand moment de l'année. Ce tunnel sous un éperon rocheux forme un goulot inquiétant. Mais sitôt les premiers moutons passés, le reste du troupeau s'engouffre sans hésiter. Ici, la moindre chute peut être mortelle. Il faudra franchir 10 km et un dénivelé de 1000 mètres pour arriver au village. Le convoi doit toujours rester en mouvement. Le tempo est décisif, ni trop rapide, ni trop lent, pour éviter que les moutons ne s'éparpillent. En tête de cortège, Christian Erny donne le rythme. Une courte pause pour que le troupeau puisse se reformer. Dès que le chemin s'élargit un peu, des moutons se mettent à batifoler à droite et à gauche. Le pire est quand des centaines leur emboîtent le pas. Il faut donc veiller en permanence à ce qu'aucun groupe ne quitte le sentier, au risque de se perdre dans la forêt. Lynn est en charge des retardataires. Là aussi, ces chiens sont des assistants indispensables. En une journée de transhumance, les chiens de berger parcourent 4 fois plus de chemin que le troupeau. La météo a été clémente cette année. Heureusement, être surpris par la neige ou la pluie rend la transhumance désagréable et surtout, encore plus risquée pour les bêtes. La vallée n'est plus très loin. Le troupeau aura mis 2h30 à descendre. C'est l'arrivée à la bergerie de Karl Erny, qui possède la plupart des moutons. L'un des chiens de garde est visiblement à bout de force. À 10 ans bien sonnés, il a bien mérité de prendre sa retraite. L'année prochaine, il restera dans la vallée.
Même le vieil Arnaud Castille est venu en personne récupérer ses moutons. Peut-être pour la dernière fois, car lui aussi compte bientôt prendre sa retraite. Sa petite fille et sa fille l'accompagnent pour assister à ce rituel d'un autre temps. Lynn est fière et soulagée d'avoir ramené tous les moutons sains et saufs dans la vallée. Pour elle, la saison est maintenant terminée. Encore une signature, et les propriétaires reprennent la responsabilité de leurs bêtes. Ici, chaque éleveur a un lien particulier avec ses moutons. Aussi bien les anciens qui ont connu le monde pastoral d'avant que les plus jeunes qui cherchent leur propre voie. Si les subventions de l'État arrivent à maintenir l'économie alpestre sous perfusion, les éleveurs cherchent néanmoins de nouveaux débouchés à leur travail. Par exemple, en exploitant la laine. À l'automne et au printemps, des tondeurs professionnels passent de village en village. Il leur faut avoir l'animal bien en main pour qu'il reste calme et éviter de le blesser. Un professionnel ne met que 2 à 5 minutes par mouton. Et chaque animal donne jusqu'à 4 kilos de laine. Il y a encore 10 ans, cette laine ne valait quasiment rien. Pourtant, il fallait bien tondre les moutons. Leur laine était alors incinérée ou tout simplement jetée. Un véritable gâchis d'un produit naturel utile qui ne trouvait pas preneur dans l'industrie textile. Car l'épaisse toison des moutons suisses est désagréable sur la peau. Leurs poils sont courts et rêches, tout le contraire du mouton mérinos par exemple. Impossible pour la Suisse de rivaliser avec les leaders du marché de la laine, dont la Nouvelle-Zélande. Mais récemment, une idée futée a changé la donne. Même si le commerce de la laine reste peu lucratif, il y a de nouveau des acheteurs. L'idée est de mettre à l'honneur le produit, mais aussi ce qu'il symbolise, la nature, la tradition, l'authenticité. Et lentement, le prix de la laine remonte. Plutôt que de la jeter, les éleveurs apportent désormais leur laine à des points de collecte. Swiss Wool, le principal acheteur, récupère ainsi près de la moitié de la laine suisse. Il accepte tout type de laine et paie cash. L'idée de Swiss Wool a fait mouche. De nombreux clients, suisses pour la plupart, sont prêts à débourser un peu plus pour une laine à l'origine locale garantie. La laine des moutons suisses n'est pas traitée sur place, mais en Allemagne, près de Stuttgart. L'usine en traite 200 tonnes par an. Après le lavage, la laine a perdu la moitié de son poids. Voilà une laine de qualité B destinée au matelas. La qualité A est réservée à l'habillement. La laine est traitée ici, puis repart le soir même en camion. Le lendemain, elle arrive en Suisse, chez les fabricants de matelas. Le label Swiss Wool a été créé il y a environ 10 ans. Toujours plus de produits en bénéficient. Des couettes, du feutre, des vestes ou leurs garnitures, et même des molletons et des isolants. La garantie élevée en Suisse est un argument commercial efficace.
l'hiver s'est installé sur la montagne, où les moutons, les vaches et les chèvres paissaient quelques mois plus tôt. Les alpages sont méconnaissables. Ici, il n'est pas rare d'avoir jusqu'à 3 mètres de neige. De vastes pans de nature sont plongés dans un long sommeil hivernal. Les moutons passent les mois d'hiver dans la bergerie, nourris avec le foin récolté par les agriculteurs pendant l'été. Les chiens de garde passent aussi l'hiver avec le troupeau. Les éleveurs qui ont peu de moutons peuvent avoir des difficultés financières à nourrir ces gros chiens. Là aussi, c'est donc l'État qui met la main à la poche pour les frais alimentaires et les soins vétérinaires. Karl Erny, l'éleveur, et Yann Bonheur, l'expert en protection des troupeaux, s'occupent de leurs bêtes. Pour eux, le travail ne s'arrête jamais. Bientôt, les brebis vont mettre bas. Toute la vallée attend la fonte des neiges. Les alpages, ce paysage emblématique de la Suisse, ne va pas de soi. Il durera aussi longtemps que le bétail continuera à y paître. Et à condition qu'il se trouve encore des personnes comme Lynn, prêtes à passer l'été avec un troupeau sur les alpages. Et pour peu que les Suisses continuent à financer la préservation de ces espaces et remettent leur tradition à l'honneur. Alors la Suisse restera un modèle pour les autres régions de montagne du monde.